Bonjour, ça nous fait plaisir d'être avec vous, en tout cas virtuellement aujourd'hui. Alors, nous allons vous présenter le résultat d'une recherche sur des études de cas sur des communautés non métropolitaines qui font face à des événements climatiques extrêmes. Je m'appelle Geneviève Brisson, je suis anthropologue de l'environnement et professeure en développement territorial à l'UQAR et je suis accompagnée de ma collègue Nathalie Lewis, qui pour sa part est sociologue de l'environnement et est également professeure au même département de l'UQAR. Alors, pour commencer, juste pour situer un peu le contexte de l'étude, puis où ça se positionne au Canada, hein, on a mis plusieurs cartes, c'est l'Est du Québec. Donc, l'Est du Québec, c'est une région périphérique. Si on pense qu'au Québec, la région de Montréal, la grande région métropolitaine de Montréal et celle de la communauté urbaine de Québec sont plus centrales, l'Est du Québec est plutôt décentralisé avec des enjeux sociaux et économiques particuliers. Donc, en langage bureaucratique, on va parler de dévitalisation. Il y a des enjeux environnementaux parce que c'est le bassin des ressources naturelles qui sont extraites aussi pour l'économie québécoise et canadienne, donc les forêts, entre autres, mais aussi les minéraux. Donc, il y a une accélération des signes de changement climatique dans l'Est du Québec comme ailleurs d'ailleurs, hein, mais dans l'Est du Québec. Et c'est vraiment un programme qui portait sur cette région-là. L'accueil est mitigé par rapport à toutes ces questions de changement climatique et d'adaptation. Les actions, à première vue, les actions sont à échelle variée. Donc, c'est ce qu'on voulait comprendre un peu. Le contexte de l'étude, c'est une subvention qu'on a eue d'un collectif Ouranos, qui est tourné de plus en plus vers Ouranos, qui au départ s'intéressait plutôt à des études techniques en biophysique, biochimie, plus environnementales, mais des sciences de la nature, se tourne de plus en plus vers les milieux de vie afin d'améliorer la réponse des services en lien, donc avec les effets, dans ce cadre de cette étude-là, avec les effets sur la santé psychologique, la santé mentale, la santé communautaire, tout ça en lien avec les changements climatiques. C'est un programme en 4 volets, donc 4 volets pour vraiment partir de la théorie jusqu'à l'empirie, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, donc des études de terrain. Nos terrains ont été 3 terrains, trois aléas, en fait. Les inondations, sachant que les inondations sont ces dernières années plus vigoureuses ou plus régulières dans le sud du Québec, dans l'ouest du Québec, mais l'est du Québec n'est pas dépourvu malheureusement d'inondations. Donc, les inondations, l'érosion côtière, c'est un phénomène qui marque malheureusement beaucoup l'est du Québec et les feux de forêt. Donc, l'approche méthodologique, on vient de le dire, 3 études de cas. Un à Béjouan-Betts, c'est sur la basse Côte-Nord, donc on le voit là. Je ne sais pas, je pointe avec mon curseur, mais Béjouan-Betts, c'est vraiment sur la haute côte, la basse Côte-Nord, en face de l'île d'Anticosti. En Gaspésie, on est allé explorer les inondations et en Gaspésie, l'érosion côtière, sachant que les phénomènes d'érosion côtière sont très marqués aussi aux îles de la Madeleine, là, qui se retrouvent, on les voit moins bien sur la carte. Donc, on a fait des séjours d'observation, des entrevues semi-dirigées, à peu près 25 entretiens semi-dirigés par site, avec une analyse de contenu thématique et voilà. Donc, l'objectif des études de cas, c'était de documenter les effets positifs et négatifs sur les communautés face à ces événements climatiques extrêmes. Ça fait déjà, c'est récent comme étude, mais ça fait déjà quelques années, on parlait moins des 2 dernières années où vraiment les effets climatiques extrêmes sont de plus en plus dans la bouche de tout un chacun, même si malgré tout, de ce temps-ci, on parle plus de la pandémie. Donc, décrire les réponses face aux perturbations, qu'est-ce qui s'est
qu'est-ce qu'on fait face à des situations de choc, des situations extrêmes comme ça, de la première phase, de l'aléa, mais aussi jusqu'au rétablissement, puis qu'est-ce qu'on a acquis face à ces situations-là. Donc, qui étaient les acteurs qui étaient actifs, qui étaient leaders là-dedans, quels étaient les acteurs qui étaient dépourvus puis qui avaient besoin d'aide des autres. Cerner les structures qui facilitent ou qui nuisent. Qu'est-ce qui manque finalement dans ces petites communautés-là? C'est des petites communautés, hein? C'est des petites municipalités. Puis comprendre dans une perspective diachronique le lien entre la nature puis la société, qui est les sujets qui intéressent, en tout cas qui nous intéressent, Geneviève et moi. Donc, les résultats, bon, je suis allée vite là, pour pouvoir laisser du temps aux résultats. En fait, les résultats, on voulait insister, c'est sûr que chacune des communautés qu'on a étudiées a ses spécificités, puis a sa diversité, puis on est loin de vouloir les nier. Mais aujourd'hui, pour présenter, je pense qu'on va plutôt mettre l'accent sur les constantes parce qu'elles sont, malgré la diversité de nos communautés, ces constantes-là sont vraiment remarquables et marquantes aussi dans la réponse au changement climatique. Donc, on a étudié vraiment des situations d'urgence. Donc, à court terme, au moment où l'urgence se produit, où l'aléa est vraiment dans toute sa force, ben, ce qu'on remarque, c'est que c'est les acteurs locaux qui sont au premier plan. Que ce soit des pompiers volontaires, des pompiers réguliers lorsqu'il y en a, il n'y en a pas tant que ça, des policiers et les employés municipaux, même on dirait les élus municipaux, c'est vraiment ceux qui arrivent comme premiers intervenants en tout premier lieu. Au contraire, ceux qu'on est habitué de voir dans la littérature technique, ceux qu'on s'attend à voir comme les intervenants du ministère de la Sécurité civile, du ministère des Transports ou de l'Environnement, ils ne semblent pas très appréciés, ils ne semblent c'est pas qu'ils ne sont pas présents, mais se soucient tellement peu des personnes, des individus ou des communautés que cette présence-là face aux humains n'est pas du tout existante. Le réseau de la santé, on peut être étonné, mais il n'est pas sur le terrain au moment de l'urgence. Il reste finalement dans les établissements de santé pour recevoir les gens, mais sur le terrain même, là où il y a l'aléa, là où on doit mettre ses bottes de caoutchouc finalement, ben on ne voit personne comme intervenant de santé. Et ceux qu'on voit, ben évidemment, on s'attend à voir la Croix-Rouge, mais ceux qu'on voit aussi, c'est des groupes environnementaux, donc des associations plus communautaires qui sont là pour constater l'aléa, mais qui ont souvent des approches beaucoup plus globales et donc qui en viennent à intervenir auprès des humains et des communautés également. Une fois que la situation s'est stabilisée, lorsqu'on quitte le moment de l'urgence, en fait, ce qui est très remarqué, c'est que tout le monde s'en va. Donc, tout ce qui était déployé au niveau des gouvernements centraux, par exemple, pour faire face à une situation de crise en région, ben, tout ce bon monde-là retourne à Québec ou retourne dans les villes régionales. Et au niveau des petites municipalités, ben, on se retrouve aussi démunis qu'avant, aussi dépourvus de ressources. Donc, la présence à long terme des mesures et surtout des personnes qui les appliquent n'est vraiment pas assez longue pour avoir un réel rétablissement. Ce rétablissement-là, donc comment finalement on retrouve sa résilience, pour reprendre un mot à la mode, comment on se reconstruit, ben il est bricolé, puis on insiste beaucoup sur le mot bricolé, parce que c'est vraiment par imagination, en prenant les moyens du bord, les moyens qui sont accessibles, que les personnes qui sont sur le territoire, que ce soit parfois les municipalités, mais beaucoup les citoyens, puis beaucoup les groupes de la société civile, ben, c'est ces gens-là, finalement, qui se bricolent un rétablissement avec ce qu'ils peuvent. Mais ces faibles mesures-là, ces faibles moyens-là ne veut pas dire que le rétablissement n'est pas réel et qu'il n'est pas pertinent. Donc, il faut vraiment comprendre que la communauté n'est pas sans ressort et que les citoyens, à la hauteur de leurs moyens, réussissent à retrouver, dans une certaine mesure, une situation là, intéressante.
Et ce qu'on voit comme bricolage, ben, par exemple, hein, dans la communauté de Béjoine-Betz, ben, il y avait déjà un réseau je dirais, de soutien informel aux personnes qui étaient plus vulnérables, par exemple des personnes qui avaient des problèmes de santé mentale. Et lorsqu'on a dû déplacer finalement les personnes en raison du feu de forêt qui menaçait le village, ben, ce réseau-là s'est remis en action et a été très présent pour soutenir tous ceux qui en avaient besoin. Ce qu'on voit comme enjeu, hein, avec cette tension-là entre les services un peu extérieurs à la communauté, ce que la communauté se fabrique, ben, il y a comme finalement un enjeu pour après, ultimement, parce que ce qu'on considère, c'est que ce n'est pas toujours bon de tout institutionnaliser et ça va prendre un doigté pour amener finalement à la fois à laisser une place à ces initiatives territoriales-là et à la fois ben, les consolider puis donner des ressources qui permettent vraiment à long terme un rétablissement beaucoup plus solide. Donc, c'est vraiment un point qui demande du doigté. Et si je peux me permettre une petite incartade, ce n'est pas nécessairement toujours les ministères qui ont le plus de doigté. Donc, il va falloir vraiment analyser beaucoup plus finement cette situation-là. Bon, l'aléa est fini et maintenant, on se dit, oh, qu'est-ce qu'on a fait? Comment on se prépare pour le prochain? Comment on s'adapte? Et cette adaptation-là, finalement, tout le monde dans les territoires déplore le manque de plusieurs éléments pour les amener à une saine gestion des événements climatiques. D'abord, un problème très fort d'expertise. Il y a eu vraiment, ces petites municipalités-là ne bénéficient pas d'aménagistes, ne bénéficient pas d'ingénieurs. Souvent, ils vont travailler avec des personnes contractuelles. Donc, les expertises, même des expertises plus courantes, qui ne sont pas nécessairement ad hoc sur les changements climatiques, sont peu présentes dans les communautés et souvent, même les communautés les ont perdues avec la dévitalisation de leur milieu. Ensuite, un autre élément qui est vraiment criant, c'est le manque d'informations scientifiques locales. Donc, on a souvent des grands portraits. Tantôt, Nathalie vous montrait des cartes. Ben, on a des portraits au niveau du Canada, on a des portraits au niveau du Québec, même au niveau régional du Québec, mais des portraits par sous-région, des portraits par municipalité, par localité sont très, très peu présents au niveau scientifique, alors que c'est vraiment ces éléments-là scientifiques qui permettraient une gestion fine et une gestion pertinente, surtout pour prendre des décisions. Et un dernier point à souligner, c'est vraiment la tension. Et ça, je ne vous apprendrai rien. Depuis qu'on travaille en développement territorial, Nathalie et moi, c'est une constante, une forte tension entre les élus locaux, les citoyens et les gouvernements centraux, parce que souvent, les élus locaux sont pris en sandwich, si on peut dire, à appliquer des décisions qui ne viennent pas d'eux et à les expliquer à leurs citoyens qui sont mécontents envers les élus locaux, alors que finalement, le centre décisionnel ne leur appartenait pas, ni même l'information fine qui permettrait de comprendre ces décisions-là. En fait, je me permettrais d'ajouter un exemple, si on peut donner un exemple, dans le manque d'informations scientifiques territorialisées, puis la place des élus municipaux. On a un de nos terrains qui est à Percé, puis c'est justement ce qui s'est passé. Donc, il y a eu une grande tempête, il y a eu de l'érosion, le quai est parti, une partie du village est partie. Et s'il y a pu avoir une réponse rapide, puis de l'aide des ministères, c'est parce qu'il y avait cette connaissance scientifique-là qui était acquise avant, parce qu'il y a une équipe de chercheurs, indépendamment du gouvernement et des municipalités, une équipe de chercheurs de l'UQAR qui s'était servi de ce cas-là pour documenter l'érosion côtière. Donc, on avait les données, mais c'est très rare qu'on peut trouver ça dans les localités. Des enjeux multiples. Les changements climatiques
mais ce n'est pas les seuls enjeux auxquels les municipalités, les municipalités, mais particulièrement les petites municipalités doivent faire face. Quand on travaille sur des sujets, nous, on travaille sur tous des enjeux qui touchent l'environnement. On a l'impression que c'est central, ce l'est, hein, mais il y a d'autres enjeux qui sont centraux dans la vie des responsables, des élus municipaux. Donc, puis ces enjeux-là influent sur la réponse des municipalités sur les modifications du climat. Il y a des conflits qui étaient latents ou qui existaient avant, qui ont influencé finalement la prise de décision sur les événements climatiques qui sont venus. Puis c'est là l'exemple dont je vous parlais à Percé. Il y avait eu des tensions, il y avait des tensions très, très fortes au conseil municipal de Percé qui s'étaient d'ailleurs désisté, puis que la ville de Percé était au moment de la grande tempête qu'on a étudié, finalement, le conseil municipal était sous tutelle du ministère qui est en charge des municipalités. Donc, il y a une question de confiance avec les citoyens qui sont là ou une non-confiance qui sont importants dans la résolution finalement des enjeux climatiques. Le climat ou l'environnement, mais le climat dans ce cas-là ne peut pas toujours être priorisé dans cet ensemble de préoccupations et d'impératifs. Puis voilà, on parle à Gaspé, des inondations récurrentes, ce pas des grosses inondations, mais les inondations récurrentes sont connues, mais en fait, ils ne sont pas aussi importantes qu'on peut le voir dans la vallée de la rivière Chaudière ou dans la région de Montréal. Donc, on les connaît, on sait qu'ils vont avoir des impacts, on sait qu'ils vont faire des dommages, mais les budgets ne sont pas toujours alloués pour répondre aux phénomènes. Si je peux me permettre, Oui, juste un petit point, juste un exemple, on a parlé des conflits, mais il y a plein d'enjeux autres. Puis par exemple, à Gaspé, quand on pense qu'ils ont un seul pompier régulier et que tous les autres sont des pompiers volontaires, peut-être que le budget, on voit que les budgets municipaux sont très maigres, sont très faibles, et peut-être que justement, entre penser à de la sensibilisation climatique versus assurer un minimum au niveau des services essentiels, les choix deviennent cruciaux, mais deviennent aussi très, on comprend très bien que le climat n'est pas la seule priorité, là. En fait, les capacités sont limitées. Sont limitées parce que là, on comprend, on vient de le dire, les budgets ne sont pas inépuisables, les prérogatives des municipalités, des conseils municipaux en termes politiques, ils n'ont pas tous les pouvoirs possibles. Donc, tout ça fait que la solidarité entre les différents acteurs institutionnels est très importante. Ce lien-là entre la santé publique, entre les pompiers, entre les intervenants en environnement, par exemple, les groupes communautaires, tout ce réseau territorial est très important. Et au fil des ans, avec des changements gouvernementaux, on peut dire que ce tissu communautaire ou ce réseautage-là a été souvent perturbé par des changements plus globaux en termes gouvernementaux. Donc, il y a un manque de support matériel pour ces petites municipalités-là, puis pour des actions qu'on pourrait faire directement en lien avec les changements climatiques. Donc, l'aide gouvernementale, pour le dire autrement, elle vient en situation de crise extrême. Et quand la crise part, on le dit, l'aide repart. Mais souvent, c'est quelque chose qui se travaille vraiment au jour le jour avec différentes équipes qui ne sont pas toujours normalement liées ensemble dans un organigramme parfait gouvernemental. Donc, les réformes sont centralisées, hein, les réformes gouvernementales sont centralisées, mais cet impact-là, je viens de le dire, est territorialisé. Et puis, au cours des dernières années, vraiment, les réformes gouvernementales québécoises, donc il y a tout au niveau régional, il y a eu tout un démantèlement de certaines institutions, puis une reconstruction, puis des nouveaux pouvoirs donnés à d'autres institutions
dans le fond, on n'est pas là pour juger si c'est bien ou si c'est mal, mais on a déstabilisé un réseau qui fonctionne avec des ressources minimales. Donc, quand il y a des ressources matérielles minimales, il faut que les ressources humaines sur le territoire ne soient pas déstabilisées trop souvent et surtout la démobilisation des réseaux d'acteurs fonctionnels mais expérimentés. C'est l'expérimenter, c'est la connaissance, c'est l'histoire, c'est comment ça fonctionne au jour le jour qui est important. Donc, ça ajoute là à des défis socio-économiques. On a parlé rapidement, mais l'exode des jeunes dans ces territoires-là est c'est une réalité. Le vieillissement de la population dans l'Est du Québec comme ailleurs, mais l'Est du Québec, pour le Québec, l'Est du Québec est la région qui a le plus fort taux de vieillissement de la population, bien, ça déstructure encore les milieux, puis ça complexifie la gouverne environnementale. Donc, ces enjeux doivent s'ajouter dans la trame d'analyse d'action à l'adaptation au changement climatique. Ce n'est pas juste penser changement climatique, mais c'est penser organisation territoriale puis organisation municipale. Puis tous ces effets-là, tous ces impacts-là vont in fine avoir des impacts sur les individus, sur leur santé, pas tant la santé physique, certes, mais la santé mentale aussi, puis la santé sociale. Ben, en conclusion, je ne sais pas si j'ai l'impression que ces études de cas-là renforcent ce qu'on sait déjà. On le disait, la première partie de la grande étude était vraiment plus théorique. Donc, on avait regardé dans toute la littérature les éléments, les facteurs qui pouvaient avoir un impact sur la santé mentale là, des individus puis la santé communautaire. Et je dirais que ce qu'on a découvert dans nos milieux, il n'y a rien de nouveau sous le climat. Ce qui est par contre intéressant de voir avec une collection de cas, c'est que quel que soit l'aléa dans notre contexte québécois, et même, je dirais, dans notre contexte canadien, ce sont les mêmes types d'impréparation, donc des mêmes types de réponses, mais qui sont à très court terme et qui sont toujours, on dirait que l'aléa nous surprend encore toujours, alors que ça devient quand même bien ancré que les changements climatiques existent. Donc, c'est toujours ce même type-là qui réapparaît et également les mêmes types de réponses. Donc, les contextes territoriaux, malgré la différence, les différences locales, restent quand même semblables lorsqu'on est en région non métropolitaine. C'est les mêmes conditions finalement de gouvernance municipale et les mêmes conditions de gouvernance environnementale et territoriale. Ce qui est important aussi de retenir, c'est qu'impact et facteurs sont tissés ensemble. Donc, on ne peut pas finalement juste travailler sur les impacts des changements climatiques sans réaliser qu'il y a des facteurs qui vont aggraver ces réponses-là ou qui vont les améliorer. Et Mélinda Noblet, qui avait fait sa thèse en comparant des petites municipalités de l'Est du Canada avec le Sénégal, donc voyait vraiment que c'était la condition de petites municipalités non métropolitaines qui était un facteur vraiment très important dans la manière de répondre ou la force de répondre aux aléas climatiques et par la suite dans la résilience que les communautés pouvaient montrer. Par contre, quand on regarde encore une fois les mesures étatiques, les mesures prises au niveau central sur les réponses, il n'y a pas de spécificité pour les municipalités de petite taille et encore moins pour les municipalités en région périphérique. Donc, sur tous les plans, finalement, en ne prenant pas en considération ces éléments-là, on précarise encore plus à quelque part les communautés qui font face au changement climatique. Et Nathalie le disait en introduction, c'est souvent ces communautés-là qui sont les plus exposées, en tout cas au Québec, qui sont les plus exposées à ces aléas-là. Donc, on gère comme en grand centre, alors que finalement, on est plutôt dans des communautés toutes petites et avec des moyens très limités. Donc, mais même si ces capacités-là sont limitées, on l'a vu, les ressources communautaires, elles, sont étonnantes et
on ne sait pas, on n'est pas, on ne veut pas faire de jovialisme, mais est-ce qu'il ne serait pas temps de réaliser l'importance des communautés tissées serrées et est-ce qu'on ne devrait pas aller jusqu'à revenir à cette idée-là de renforcer finalement ces liens-là d'abord entre les individus, qu'ils soient des travailleurs ou des citoyens, avant de penser à des grands plans globaux. Merci. Voilà. Merci.